Claude Bébéar, qui donc préside l'Institut Montaigne, est lui-même connu, en tant qu'ancien président d'AXA, comme quelqu'un de très proche du lobby catholique conservateur, on l'appelle. C'est quelqu'un qui est proche de l'Opus Dei, qui est proche d'un mouvement qui s'appelle les Légionnaires du Christ. Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose d'assez étrange à voir un président d'un think tank libéral comme l'Institut Montaigne commander un rapport qui finalement met en avant l'islam comme problème ou comme problématique, alors que lui-même est un religieux convaincu et militant de son côté? D'une part, Claude Bébéar ne m'a jamais demandé d'écrire une ligne d'une manière ou d'une autre, n'a même changé une virgule. C'est moi qui en assume la responsabilité scientifique. Deuxièmement, j'ignore les informations que vous m'apportez sur Claude Bébéar, peut-être. Ce que je sais en revanche, c'est que Claude Bébéar est extrêmement actif auprès d'un certain nombre d'associations en banlieue, qu'il s'agisse du développement de, je ne sais plus lesquelles, c'est diversité ou autre. J'ai assisté pendant l'année que j'ai passée à l'Institut Montaigne à un certain nombre de réunions avec des jeunes entrepreneurs de banlieue, et je crois qu'il est extrêmement actif pour favoriser l'émergence de talents dans les cités. Non, bien sûr, personne ne doute effectivement de l'engagement reconnu de Claude Bébéar pour lutter contre les discriminations à l'embauche, précisément. Pour autant, il est vrai qu'il peut être étrange de voir quelqu'un, encore une fois, proche de mouvements conservateurs catholiques et militants comme l'Opus Dei ou les Légionnaires du Christ, présider un laboratoire d'idées, donc l'Institut Montaigne, qui commande et finance ce rapport sur l'islam et les banlieues. Est-ce que vous pouvez voir éventuellement que ça peut être source de suspicion, de doute ou d'interrogation, ou est-ce que pour vous c'est simplement une coïncidence? Non, d'abord c'est pas un rapport sur l'islam et les banlieues, c'est un rapport sur les banlieues dans lequel la dimension religieuse, islamique en l'occurrence, est importante, on essaie de l'analyser. D'autre part, l'Institut Montaigne, par son comité directeur, devant lequel j'ai présenté le rapport, est, comme on dirait en anglais, totalement bipartisan. Parmi les gens qui assument la direction de l'Institut Montaigne, donc le comité directeur, vous avez des gens qui sont connus pour leur engagement à gauche, d'autres qui sont connus pour leur engagement à droite. Par ailleurs, l'Institut est lié davantage, disons, au monde de l'entreprise qu'il n'est lié au monde syndical. Mais si ça m'avait été commandé par un think tank venant d'une orientation sociale différente, moi ça ne me gêne pas. À partir du moment où il y a une liberté totale d'enquête et de choix, et où j'assume la responsabilité scientifique de l'opération, c'est tout ce que... La question qui se pose, c'est de savoir plutôt comment il se fait que l'université n'a plus aujourd'hui les ressources pour mener ce type de questionnement. Ça, c'est... Je crois que ça... mais enfin, la plupart des étudiants, ceux qui ont fait le rapport avec moi, sont mes anciens étudiants de Sciences Po. Vous voulez dire que l'avenir sera au mécénat des financements des rapports, comme celui-ci? Pas uniquement, non, je crois qu'il faut un mixte. Vous savez, dans la plupart des États européens, à part la France et aux États-Unis, une grande partie des rapports, parce qu'ils nécessitent finalement la mobilisation de moyens relativement importants dans un temps assez bref, sont le fait de fondations privées, caritatives ou autres. Le temps de l'université, d'une certaine manière, est un temps long. L'essentiel des fonds sont destinés à payer des salaires. Bon, il y a les laboratoires d'excellence qui ont été mis en place depuis l'année dernière, mais la mécanique n'est pas encore rodée. Mais je pense que ce genre de travail, je pense, peut être un stimulant aussi pour la recherche publique. Justement, sur la recherche, récemment, le chercheur Laurent Mucchielli, dans Le Monde, déplorait le fait que l'on mette trop en avant, selon lui, ce rapport, et pas assez un rapport sur les Marseillais musulmans, co-dirigé par le chercheur Vincent Gesser. Qui est l'un des chouchous de Oma.com. Chouchou, je vous laisse le terme. Mais en tout cas, est-ce que vous-même, vous ne considérez pas qu'il y a une injustice à ce qu'il y ait un think tank avec des moyens financiers considérables, puisque je crois savoir que l'Institut Montaigne bénéficie de l'apport de 80 entreprises, à mon avis, à peu près dans le financement. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice, ou en tout cas une inéquité, entre le fait que votre rapport effectivement bénéficie d'une telle assise médiatique et financière, et qu'à l'inverse, d'autres rapports sur d'autres problématiques liées aux musulmans ou liées aux banlieues, en l'occurrence avec le cas de Marseille, soient passés à la trappe? Est-ce que vous savez qui a financé le rapport sur Marseille, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs? CNRS. Georges Soros. Oui, et vous trouvez que c'est Georges Soros est, à ma connaissance, beaucoup plus riche que Claude Bébéar. Donc si c'est ça l'argumentaire, il ne semble pas valoir.
Non, ce qui est important, c'est de comparer la qualité des deux rapports. Je n'ai pas encore eu le temps de lire celui-là, mais je crois que nous serons en débat ensemble dans un colloque au mois de janvier, donc je me réjouis à l'avance de le lire. Mais justement, la différence entre Georges Soros de l'Open Society et Claude Béard de l'Institut Montaigne, c'est qu'ils n'ont pas tous les deux les mêmes entrées au sein de la classe politique et médiatique française. Votre rapport a, tant mieux d'ailleurs pour ce rapport, bénéficié d'une plus grande couverture médiatique que celui commandé ou financé par Georges Soros. Est-ce que là, ça ne vous pose pas vous-même un... Ça n'est quand même problème. pas moi qui suis responsable du fait que la presse ou d'autres s'intéressent à un rapport ou d'autres. Vous savez, il y a des livres que j'ai publiés qui ont bénéficié d'une couverture médiatique, d'autres qui ont pâti d'une absence de couverture. Donc ça dépend aussi de l'intérêt, de la qualité. Et, bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le rapport Gesser-Lorsery, mais je le lirai avec intérêt. Et votre ouvrage va sortir dans combien de temps? Fin janvier. Fin janvier. Est-ce que vous voulez vous-même vous inscrire personnellement dans la campagne électorale en tant qu'éventuel, je dis bien éventuel, consultant du futur président de la République sur ces questions-là? Bah, écoutez, ce qui me semble important pour l'instant, comme universitaire qui a essayé de mettre la question de la banlieue dans la campagne, j'essaye de faire ça pour l'instant, et je crois que le débat est plutôt de qualité. 15 jours après, les gens en parlent beaucoup. Ensuite, on verra bien, mais effectivement, je peux peut-être décider qu'il y a un candidat qui est plus apte qu'un autre, mais ça, je le ferai comme personne privée, si vous voulez. Je suis un citoyen, je fais mes choix, je vote, mais comme universitaire, en tout cas, ce rapport-là n'est pas un rapport partisan. Il n'est ni de gauche ni de droite comme rapport. Moi, j'ai mes propres convictions politiques. Mais, Autrement dit, par exemple, si demain Nicolas Sarkozy ou François Hollande devaient faire appel à vous et à votre équipe de chercheurs pour éventuellement, à l'instar de l'équipe dirigée par Jacques Attali, créer une sorte de comité de réflexion sur la banlieue, vous seriez prêt, en tant que chercheur universitaire indépendant, à collaborer avec l'un ou l'autre au sein d'une équipe gouvernementale? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas d'équipe gouvernementale. Nous verrons après le résultat des élections en mai et en juin 2012. Je crois que ce qui est surtout important, ce que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est que, à l'occasion de l'élection présidentielle et des débats sur l'élection présidentielle, on puisse réfléchir de façon sérieuse sur la question de la banlieue et essayer de comprendre comment celle-ci représente pour la France de demain, à condition de mener des politiques, en particulier dans le domaine de l'éducation, en réfléchissant sur le passage de la rénovation urbaine du béton à l'humain, représente un atout absolument fondamental pour la société de demain. Si on n'y réfléchit pas, si on se cache la tête dans le sable, si on pratique l'évitement, si au contraire on crie au loup, ce problème va nous exploser à la figure, de toute façon, comme ça s'est passé en 2005. Or, je pense qu'on peut avoir une approche très positive et très optimiste de la situation en banlieue. Et réfléchir à la manière dont l'islam s'est construit en banlieue, il en est une dimension que personne ne nie aujourd'hui. C'est évidemment quelque chose qu'il faut faire. Si on ne le fait pas, alors on passe à côté d'une partie du phénomène, et quand des choses se produisent, on dit qu'on ne comprend pas, et on aboutit à des contresens qui font la joie des sites identitaires des deux bords. Autrement dit, vous pensez qu'on peut concilier valeurs républicaines et pratique de l'islam? Tout dépend de la manière dont on pratique l'islam et dont on pense les valeurs de la République. Gilles Kepel, je vous remercie. Je vous en prie.